Lorsque le médecin a retiré un ver vivant de 12 mètres de long de mon corps, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar. Mais c'était bien réel. Et pire encore, il n'était pas seul. Ce n'est pas seulement une histoire d'horreur médicale. C'est un voyage à travers le silence, la honte et la survie. Si vous avez déjà ignoré un symptôme étrange, cette histoire pourrait changer votre vie. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter l'histoire complète et ne manquez aucun moment qui pourrait vous sauver la vie. Parce que parfois, les choses les plus effrayantes sont celles dont on ne parle pas. Je ne me souviens pas exactement du moment où j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. C'était peut-être la 3e nuit où je ne pouvais pas dormir à cause de démangeaisons insupportables. Ou peut-être était-ce lorsque j'ai senti quelque chose d'étranger, quelque chose de vivant bouger très légèrement à l'intérieur de moi. Quoi qu'il en soit, je n'avais plus l'impression d'être dans mon corps. Le jour où tout a basculé a commencé comme tous les autres. Un lundi nuageux à Houston, au Texas. J'étais debout sous les lumières blafardes de l'hôpital, allongé sur une table d'examen froide, les jambes dans des étriers métalliques. L'humiliation collait à ma peau comme l'humidité en juillet. Puis j'ai entendu un halètement, un juron, puis la voix tremblante d'une infirmière. « Docteur, ça bouge !» C'est à ce moment-là que mon monde s'est effondré. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, dans cet endroit surréaliste et terrifiant, il faut revenir 6 semaines en arrière, à l'époque où je faisais encore semblant que tout allait bien. Tout a commencé par des démangeaisons légères, une étrange sensation de picotement la nuit, que j'ai facilement ignorée. J'avais 26 ans, j'étais en bonne santé, célibataire. Je travaillais dans une entreprise, je faisais du jogging le matin, je buvais des smoothies, j'essayais de survivre à l'âge adulte comme tout le monde. Au début, j'ai accusé ma lessive. J'ai changé de marque, sans résultat. Puis j'ai accusé mes sous-vêtements. Uniquement en coton, lavé 2 fois, toujours rien. Les démangeaisons se sont transformés en picotements, puis en brûlures, puis en autre chose. Une sensation de fourmillement, comme de l'électricité statique sous la peau. Comme si quelque chose se tortillait silencieusement sous la surface. Je n'en ai parlé à personne, ni à ma mère, ni à mes collègues, et encore moins à mon ex, qui me suivait toujours sur Instagram comme un fantôme qui ne m'avait jamais vraiment quitté. Il existe un silence particulier que les femmes apprennent à garder lorsqu'il s'agit de leur corps. On attend d'elles qu'elles supportent poliment leur inconfort, sans faire d'histoire. J'ai essayé tous les remèdes en vente libre que j'ai pu trouver. Crème, spray, yaourt, huile d'arbre saté. J'ai même commandé des perles détox féminines sur un blog de bien-être. Rien n'y faisait. La nuit, je me réveillais en haletant, parfois en sueur. Une fois, j'ai trouvé une étrange humidité sur les draps et une légère odeur métallique qui m'a retourné l'estomac. Mais même là, je n'ai pas appelé de médecin. J'ai juste enduré. Parce qu'aller chez un gynécologue n'était pas seulement gênant, c'était terrifiant. Les questions, la vulnérabilité, la froideur d'être réduite à un dossier, une partie du corps, un mystère à résoudre. Pourtant, quelque chose a changé. La 3e semaine, je me brossais les dents quand j'ai remarqué mon reflet dans le miroir. Mon visage semblait plus maigre. Mes yeux étaient ternes. J'avais perdu 3 kilos sans avoir fait d'effort. Ma peau était pâle, presque cireuse. Cette nuit-là, quelque chose a bougé en moi. Ce n'était pas des gaz ni des crampes. C'était coordonné, délibéré, comme une ondulation. C'est alors que la peur a pris le dessus sur la honte. J'ai pris rendez-vous, me disant que c'était probablement une infection à levure ou peut-être une réaction au stress. Mais une petite voix me disait le contraire. Une partie de moi savait déjà que ce n'était pas normal, que ce n'était pas bénin. La clinique était lumineuse, moderne, décorée d'affiches aux couleurs pastel représentant des femmes souriantes. L'infirmière était gentille, la docteure était jeune et concentrée. Elle s'appelait Linda Morales. Je me souviens de la douceur de sa voix lorsqu'elle m'a demandé de m'allonger. « Vous allez peut-être sentir un peu froid », m'a-t-elle dit en insérant le spéculum. J'ai acquiescé et me suis préparé. Quelques secondes plus tard, tout a basculé. Une lueur de confusion a traversé son visage, puis l'inquiétude, puis l'horreur. Elle a reculé et a appelé une infirmière. Je ne voyais pas ce qui se passait, mais je le sentais. Quelque chose de chaud, quelque chose qui bougeait, quelque chose qui se déplaçait. D'autres membres du personnel sont arrivés. J'ai vu des gants, des instruments. Les chuchotements se sont transformés en instructions paniquées. J'ai senti une pression, puis quelque chose d'humide, puis un soulagement. Un soulagement terrifiant, puis le noir. J'ai dû m'évanouir. Je me suis réveillé quelques heures plus tard dans un lit d'hôpital, les lumières tamisées, le corps épuisé. On m'a dit qu'on avait extrait un organisme vivant de mon corps.
Un parasite, un ver de plus de 12 mètres de long. Il vivait en moi depuis Dieu sait combien de temps, et je n'en avais aucune idée. Ou peut-être avais-je simplement trop peur pour écouter. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était que le début. La véritable guerre n'était pas contre la créature qui vivait en moi, mais contre le silence que j'avais laissé s'installer autour d'elle, et contre la vérité plus profonde que j'avais enfouie avec elle. Le corps a son propre langage. Il s'exprime par des pulsations, des tensions, de la chaleur, du poids et de la douleur. Mais nous avons appris à l'ignorer, surtout lorsqu'il murmure au lieu de crier. Le premier murmure est apparu 3 jours après mon retour du travail, alors que je me sentais inhabituellement fatigué. Cette nuit-là, j'ai remarqué une démangeaison. Une démangeaison sourde, là où elle n'aurait pas dû être. J'ai mis cela sur le compte de sous-vêtements synthétiques ou peut-être d'une nouvelle marque de gel douche. Une semaine s'est écoulée. La démangeaison persistait. Elle s'est intensifiée. Mes nuits sont devenues agitées. Je me retournais dans mon lit, me grattais distraitement, pour finalement réaliser que mes ongles avaient laissé de légères traces rouges à l'intérieur de mes cuisses. Pourtant, je me disais, ce n'est qu'une irritation, juste de la sécheresse, ce n'est rien. C'est le mensonge que nous nous racontons tous au début. Ce n'est que, mais que s'est transformé en inconfort, et l'inconfort est devenu une intrusion nocturne. Très vite, je me suis réveillé à 3 heures du matin tous les soirs, comme si quelque chose en moi bougeait juste assez pour me réveiller. Les démangeaisons revenaient comme un fantôme réglé comme une horloge, hantant les heures calmes entre minuit et l'aube. J'ai commencé à poser un verre d'eau glacé près de mon lit, non pas pour le boire, mais pour le tenir. Le froid dans ma paume me stabilisait en quelque sorte, me donnait l'impression de moins m'effondrer. Au bout de 2 semaines, de nouveaux symptômes sont apparus. Une légère fièvre, une douleur lancinante dans le bassin. Le plus étrange de tout, une sensation de battement profond à l'intérieur de moi. Ce n'était ni une douleur, ni une pression, juste un mouvement, à peine perceptible, comme un poisson tournant lentement dans un étang, troublant le calme pendant 1 seconde. J'ai gardé tout cela pour moi, non par négligence, mais par conditionnement. On apprend aux femmes à supporter leur inconfort en silence. La douleur est souvent minimisée, attribuée aux hormones, à l'anxiété ou simplement au stress. Aller chez le médecin signifiait expliquer quelque chose que je ne pouvais même pas décrire correctement. Que dirais-je? Que je me sentais hanté par mes propres entrailles, que quelque chose bougeait quand j'étais immobile. J'imaginais les sourcils froncés, l'orientation vers un thérapeute plutôt que vers un spécialiste. J'ai donc fait ce que beaucoup font. J'ai cherché sur Google. Internet est un miroir cruel quand on a peur. Chaque symptôme donnait une douzaine de résultats terrifiants. Parasites, cancers, troubles hormonaux, ou pire, rien. Je me plongeais dans les forums tard le soir, lisant les histoires d'inconnus. La plupart des fils de discussion se terminaient sans réponse, juste des spéculations et le silence. Ce silence m'était familier, il était même réconfortant. Cela signifiait que je n'avais pas encore besoin d'agir. Au bout de 3 semaines, quelque chose a changé. J'ai remarqué du sang sur mes sous-vêtements. Ce n'était pas du sang menstruel, mais quelque chose de plus foncé, d'inconnu. Il y avait un étrange résidu gélatineux qui collait au tissu. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je le regardais sous la lumière de la salle de bain. Je me suis assise sur les toilettes et j'ai pleuré en silence, non pas à cause de la douleur, mais parce que je me sentais étrangère à mon propre corps. Je n'arrêtais pas de penser. Si j'y vais et que ce n'est rien, ils vont penser que j'exagère, si j'y vais et que c'est quelque chose, et si c'est déjà trop tard. J'ai pensé à ma mère. C'était une femme qui avait tout enduré avec stoïcisme, l'accouchement, les migraines, les longues absences de mon père. Elle ne se plaignait jamais, ne pleurait jamais. Quand j'étais enfant et que j'étais malade, elle m'apportait de la soupe et me disait « Ton corps sait ce qu'il doit faire. Laisse-le se soigner tout seul. » Cette voix résonnait dans ma tête chaque fois que je prenais le téléphone pour appeler un médecin. « Laisse-le se soigner tout seul. Laisse passer. Ne fais pas d'histoire. J'ai arrêté le yoga, j'ai arrêté de voir mes amis. » Je leur disais que j'étais occupé par le travail. En réalité, je ne me faisais plus confiance pour bouger sans déclencher cette sensation, ce changement étrange, ce frémissement sourd dans mon abdomen. J'ai commencé à porter des vêtements amples, à manger moins, à éviter les miroirs. Les journées me semblaient plus longues, les nuits plus lourdes. Puis le moment est venu, il était 2h14 du matin. Je m'en souviens parce que j'avais regardé mon téléphone. J'étais allongé sur le côté quand je l'ai senti. Une ondulation distincte et indubitable partant du plus profond de mon bas-ventre, se courbant vers le bas, poussant vers l'extérieur. Je me suis figé.
Ce n'était pas des gaz, ce n'était pas une contraction musculaire, c'était un mouvement, coordonné, lent, délibéré. Ma gorge s'est asséchée, je ne pouvais pas crier. J'ai posé une main sur mon ventre, le calme est revenu. Mais l'empreinte de ce mouvement est restée, non seulement sur mon corps, mais aussi dans mon esprit. Ce matin-là, j'ai passé l'appel. Une petite clinique d'obstétrique et de gynécologie non loin de mon appartement avait une annulation. Ils m'ont donné rendez-vous le lendemain. La femme au téléphone m'a demandé quels étaient mes symptômes. J'ai bégayé. Je pense que j'ai peut-être une infection vaginale ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop. Elle a marqué une pause puis m'a répondu gentiment. « Nous allons nous occuper de vous. Venez nous voir. » Et comme ça, après 3 semaines de silence, le barrage a cédé. Mais ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que ce qui était en moi n'était pas fini. Cela ne faisait que commencer. Je suis arrivé à la clinique avec 10 minutes d'avance. Je fais toujours ça. J'arrive toujours en avance au rendez-vous que je redoute, comme si cela pouvait atténuer la douleur de l'expérience. La salle d'attente sentait la lavande et le désinfectant. Des affiches aux couleurs pastel décoraient les murs, représentant des femmes sereines au sourire rassurant. Elles ne correspondaient pas à mon état d'esprit. Je me suis assise dans un coin, les genoux serrés, les doigts entrelacés sur mes cuisses. Une télévision diffusait une émission de télévision en journée, sans le son. Il n'y avait personne d'autre, juste moi et le poids de l'inconnu qui pesait lourdement sur ma poitrine. Lorsque l'infirmière m'a appelé, je me suis levé trop vite. Mes jambes tremblaient, je l'ai suivie dans un couloir étroit bordé de portes. La salle d'examen était froide et trop lumineuse. Elle m'a posé des questions de routine d'un ton amical, mais je lui ai répondu dans un murmure. Oui, quelques démangeaisons. Oui, depuis quelques semaines. Non, pas d'écoulement. Enfin, peut-être une fois. Pas de fièvre, je crois. Elle acquiesça et quitta la pièce. Puis le silence s'installa. Ce silence fluorescent et perçant que l'on n'entend que dans les cliniques. Il bourdonne juste sous vos tympans et vous fait douter de tout. Je fixai la table d'examen recouverte de papier froissé, attendant Dr Morales. Elle entra avec un bloc-notes et un sourire calme. Jeune, probablement la trentaine. Elle dégageait à la fois une aura clinique et maternelle, une combinaison étrange mais qui me rassurait légèrement. Je vais juste jeter un coup d'œil. D'accord, dit-elle doucement. J'acquiesçai, m'allongeai et fixai les dalles du plafond. Il y a une vulnérabilité particulière dans cette position, les pieds dans des étriers exposés attendant le verdict. Toutes les femmes le savent. Je respirais profondément pour supporter la pression froide du spéculum, me préparant à l'inconfort, au silence gênant. Mais cette fois, le silence était différent, trop long, trop immobile. Et puis je l'entendis, une inspiration brusque, une pause, le bruit des gants en latex qui se serrent autour des doigts. « Tout va bien ?» demandai-je d'une voix à peine audible, et elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit lentement « Je vais appeler quelqu'un pour m'aider. » Mon cœur fit un bond. Il y avait quelque chose dans sa voix, contrôlée mais tendue. Je me redressai sur mes coudes, mais elle me demanda gentiment de me recoucher. Nous devons juste examiner cela de plus près. Rester immobile, des bruits de bas. Le bruit d'une autre paire de gants qui s'enfile. Je pouvais voir le haut de leur tête au-dessus du rideau en papier. Je ne voyais pas leur visage, mais j'entendais leur respiration, plus courte, plus rapide. Puis je les sentis, une traction, une pression, une lente sensation de glissement. Quelque chose bougeait, pas à l'intérieur de moi, mais hors de moi, sortant, émergeant. Le docteur Morales murmura quelque chose que je ne compris pas. Puis une infirmière s'écria « Mon Dieu, il est vivant, il est vivant !» Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. J'essayai de me redresser, mais l'infirmière posa une main sur mon épaule. Ne bougez pas. Sa voix était tendue, presque paniquée. Il y eut d'autres tiraillements. Quelque chose de glissant et d'humide effleura l'intérieur de ma cuisse. Je sursautai. « Ça continue » murmura quelqu'un. Je fixai le plafond, essayant de me dissocier. Je voulais quitter mon corps. Un liquide chaud coulait sur ma peau. J'imaginais que c'était du sang. Non, du mucus, peut-être les deux. La sensation de quelque chose de long semblable à une corde qui était tirée du plus profond de moi était indescriptible. Cela ne s'arrêtait pas. Les centimètres se transformèrent en mètres. L'infirmière recula, tenant un plateau en acier inoxydable, les yeux s'écarquillaient d'incrédulité. Mais cela continuait de sortir, cela vivait encore. J'aperçus un éclair blanc, non, rose pâle, glissant sous le bord du drap. Puis le noir. Tout devint noir. Lorsque j'ouvris les yeux, la lumière était plus douce. Ce n'était pas la lumière aveuglante de la clinique, mais la lueur tamisée d'une salle de réveil d'hôpital.
Le genre de lumière qui essaie de ne pas déranger, comme si on voulait s'excuser de vous avoir fait vivre quelque chose de traumatisant. Mon corps était lourd, je clignais des yeux, j'avais la langue sèche. Je ressentais une douleur sourde dans le bassin et une sensation de fraîcheur autour des cuisses. Pendant un instant, je ne savais pas où j'étais. Puis tout me revint d'un coup. La clinique, la table, les voix. Quelque chose de vivant qui m'était arraché. Je tournais lentement la tête. Des machines bipaient doucement à côté de moi et des perfusions sortaient à de mon bras. Je portais une chemise d'hôpital. Une couverture pliée était posée soigneusement sur mon ventre, comme pour cacher ce qui venait de se passer. Une infirmière remarqua que j'étais réveillé. Elle me sourit gentiment, puis quitta la pièce sans rien dire. Quelques instants plus tard, le docteur Morales entra. Elle avait changé de blouse. Elle avait l'air fatiguée, mais calme et professionnelle. Elle tira un tabouret près de mon lit et s'assit. « Emily, dit-elle d'une voix basse, tu es en sécurité. Tu t'es évanouie pendant l'examen. Nous t'avons transporté ici immédiatement. » J'essayais de parler, mais ma bouche ne formait pas les mots. Elle attendit. Puis vinrent les mots que je n'oublierai jamais. « Nous avons retiré un ver rond parasite de ton canal vaginal. Il mesurait environ 12 mètres de long. » Je l'ai regardé fixement. J'avais sûrement mal entendu. 12 mètres, elle a continué lentement comme si elle traduisait une autre langue. Nous pensons qu'il s'agit d'un Ascaris lumbercoest, un type de ver rond intestinal que l'on trouve généralement dans le tube digestif, mais qui, dans de rares cas, migre. Migre comme les oiseaux, comme quelque chose qui a un but. Elle a fait une pause m'observant. Nous devons effectuer d'autres tests. Il est possible qu'il y en ait d'autres. C'est alors que j'ai tourné mon visage vers le mur. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je n'ai pas crié ni demandé pourquoi. Je me suis simplement refermé sur moi-même. Car que faites-vous lorsque vous apprenez que quelque chose d'aussi long, d'aussi vivant, a vécu à l'intérieur de vous? Lorsque les limites de votre propre corps ne sont plus sûres, je suis resté allongé en silence pendant ce qui m'a semblé être des heures. Les médecins allaient et venaient. On m'a fait des prises de sang, programmé des scanners, changé les poches de perfusion. Je ne parlais pas. La vérité était encore trop grande pour que je puisse la comprendre. Trop longue. 12 mètres, c'est presque 40 pieds. Plus long qu'un bus scolaire. Je n'arrêtais pas de l'imaginer enroulé en moi, se nourrissant de moi, bougeant pendant que je dormais, pendant que je mangeais, pendant que je travaillais. Était-il là quand je riais avec mes amis au brunch, quand j'envoyais un SMS à ma mère pour lui dire bonne nuit, quand je marchais seule la nuit et que je me sentais pleinement humaine? L'horreur n'était pas seulement physique, elle était existentielle. Ce soir-là, une infirmière a apporté un moniteur portable. Il se préparait pour une échographie abdominale. Je ne pouvais pas regarder l'écran. Je ne supportais pas l'idée de voir une autre forme, un autre intrus tapi dans les tissus mous de mon corps. Le docteur Morales est resté avec moi. Elle m'a expliqué gentiment que les infections à Rounderm se produisent de souvent dans les régions où l'hygiène est mauvaise et qu'il avait peut-être pénétré dans mon organisme lors d'un voyage à l'étranger. Je me suis souvenu de la Thaïlande, de la nourriture de rue, des jours passés à me remettre d'une diarrhée dans une auberge de jeunesse sur la plage avec un ventilateur cassé. Je pensais que j'allais mieux, mais apparemment, quelque chose était resté et avait grandi. Je n'ai posé qu'une seule question, la seule que j'ai pu formuler. Depuis combien de temps était-ce en moi? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, c'est difficile à dire, peut-être des mois, peut-être plus longtemps. La pièce s'est rétrécie, le plafond semblait s'incliner. Je me sentais contaminé, pas seulement envahi, mais violé par mon propre corps. Comment n'avais-je rien remarqué? Pourquoi n'avais-je pas écouté plus tôt? La culpabilité m'enveloppait comme une seconde peau. J'avais ignoré les signes, j'avais laissé cela arriver. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas de la négligence. C'était de la peur d'être rejeté, de s'entendre dire que c'était juste du stress, d'être considéré comme quelqu'un qui exagère. J'avais donc choisi le silence. Et dans ce silence, quelque chose de monstrueux avait prospéré. Nenda fixait le plafond, mais pas le plafond engourdi. Même après qu'il ait été retiré, je pouvais encore le sentir comme une douleur fantôme, comme l'écho de quelque chose qui m'avait appartenu autrefois. Mais ce n'était pas vrai. Cela ne m'avait jamais appartenu. Et pourtant, cela avait vécu en moi. C'était nourri de moi, caché dans les recoins sombres que j'avais refusé d'examiner. Cette nuit-là, alors que la morphine cessait d'agir et que le silence revenait, j'ai murmuré à personne en particulier. Qu'y a-t-il d'autre en moi?
Le lendemain matin, le docteur Morales est revenu dans ma chambre avec un dossier serré contre sa poitrine. Son regard était doux, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Plus alerte, plus prudente, elle s'est assise à côté de moi, a légèrement ajusté le lit pour que je puisse m'asseoir et a ouvert le dossier sans dire un mot. Je me suis préparé. « Emily, commença-t-elle, nous avons confirmé que l'organisme que nous avons retiré était un lumbricus, un ver parasite rare. Sa taille et son état étaient remarquables. Nous en voyons rarement d'aussi gros dans cette partie du monde. » Ces mots semblaient me sortir d'un documentaire, pas d'une conversation sur mon corps. Je ne dis rien. J'essayais encore d'accepter le fait qu'une créature plus longue qu'un tuyau d'arrosage avait vécu en moi et qu'elle n'était pas venue seule. Elle a poursuivi. Ce type de ver pénètre généralement dans l'organisme par le biais d'aliments ou d'eau contaminés, souvent dans des régions où les conditions d'hygiène sont mauvaises. Une fois à l'intérieur, les œufs éclosent dans les intestins. Les larves migrent ensuite dans le sang, se rendent dans les poumons avant d'être avalées à nouveau, puis retournent dans l'intestin à l'âge adulte. Elle a fait une pause pour me laisser digérer l'information, mais je n'y arrivais pas. Donc, il était dans mes poumons, ai-je murmuré. C'est possible. Oui, à un moment donné, mais cette phase passe rapidement. Ce qui est inhabituel, c'est sa migration vers l'appareil reproducteur. Cela ne se produit généralement pas, sauf en cas de fistule ou de rupture entre les organes. Il a peut-être creusé à travers des tissus affaiblis ou trouvé un passage sous l'effet de la pression et de l'inflammation. Je fixai mes mains. Elles tremblaient. « Et il était vivant tout ce temps ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. « Oui », répondit-elle doucement. « Il se nourrissait, grandissait, excrétait dans votre corps. Il était probablement là depuis des mois, peut-être plus. Elle ne l'a pas dit pour me faire honte, mais j'ai quand même ressenti de la honte. Mon esprit est retourné en Thaïlande. L'air humide, le vendeur ambulant qui vendait des brochettes de porc grillé. La façon dont je m'étais accroupi sur la plage, victime d'une intoxication alimentaire, à peine cohérent, pensant que ça passerait. Je pensais m'être remis. J'avais même posté un selfie le lendemain matin, brûlé par le soleil, souriant, tenant une noix de coco. Le verre devait déjà être là, silencieux, patient, s'installant. Nous avons effectué des examens d'imagerie hier soir, a poursuivi le docteur Morales, un scanner complet du corps et une échographie abdominale. Nous voulions nous assurer qu'il n'y avait pas de complications internes. Elle a ouvert le dossier pour révéler plusieurs images brillantes, des tourbillons en niveau de gris de mes entrailles. Elle a pointé une ombre sur le scan. C'est de votre intestin grêle. Elle a tapoté juste à côté. Et voici d'autres formes parasitaires. Plus petites, moins développées, mais vivantes. Ma poitrine s'est serrée. « Combien ?»« 4, a-t-elle répondu. « 4. 4 autres, toujours à l'intérieur de moi, toujours en train de se nourrir, toujours en train d'attendre. Je me suis senti trahi, comme si tout ce que j'avais enduré n'était que le début, comme si le cauchemar de 12 mètres n'avait été qu'un messager. J'ai essayé de respirer, mais l'air dans la pièce était devenu épais. Le docteur Morales s'est penché vers moi. « Nous allons programmer une intervention chirurgicale, une laparotomie. C'est le meilleur moyen de les retirer en toute sécurité. À ce stade, les médicaments seuls pourraient ne pas suffire. Une nouvelle opération. » Mon corps allait à nouveau être ouvert, mais je n'ai pas protesté. J'ai simplement hoché la tête, parce qu'au fond de moi, je savais. Les démangeaisons n'avaient pas cessé. Les rêves n'avaient pas disparu. Mon corps recelait encore des secrets, il n'avait pas fini de les révéler. Elle m'a serré la main avant de partir. « Vous faites ce qu'il faut et nous allons nous occuper de tout. De tout. » J'ai regardé la porte se refermer derrière elle. Puis j'ai fixé le plafond, laissant la vérité se déposer comme de la cendre dans mes poumons. Il y avait plus en moi. Il y en avait toujours eu plus, et ce n'était pas fini. L'après-midi suivant, j'ai rencontré le docteur Morales dans une salle de consultation au bout du couloir. Les murs étaient peints d'un vert sauge discret, comme pour apaiser les conversations qui s'y déroulaient. Cette fois-ci, elle avait apporté une tablette sur laquelle figuraient mes images scannées, mes résultats sanguins et les recommandations chirurgicales. Un silence s'installa entre nous, pas inconfortable, mais lourd. « Emily, commença-t-elle. Nous devons parler des risques. » J'acquiesçai lentement. Les 4 petits parasites que nous avons trouvés lors du scanner. Ils se trouvent dedans l'intestin grêle. L'un d'eux, dit-elle en pointant une zone granuleuse sur l'écran, appuie contre la paroi intestinale. Il commence à provoquer une inflammation. Si cela continue, cela pourrait entraîner une perforation. Une perforation. Le mot résonna dans mes oreilles. Si l'intestin se rompt, a-t-elle poursuivi,
vous risqueriez immédiatement une péritonite. Il s'agit d'une infection grave et potentiellement mortelle de la cavité abdominale. Cela nécessiterait une intervention chirurgicale d'urgence et une convalescence beaucoup plus longue. Sa voix était clinique mais pas froide, ferme mais pas effrayante. Elle me disait la vérité avec la compassion de quelqu'un qui l'avait déjà dite trop souvent. « Y a-t-il eu des symptômes » m'a-t-elle demandé gentiment. J'ai hésité. « Oui » ai-je finalement murmuré. Des ballonnements, des spasmes. Je pensais que c'était le stress ou les nerfs, mais maintenant je ne suis plus sûr. Elle a hoché la tête. C'est courant, les parasites ne se manifestent pas toujours immédiatement. Ils sont opportunistes, discrets. Ils apprennent à imiter les malaises courants, ceux que nous attribuons à la digestion ou à la fatigue. Je me suis senti à nouveau exposé. Depuis combien de temps avais-je ignoré mon propre corps? Depuis combien de temps avais-je confondu les signes avant-coureurs avec des désagréments? Le docteur Morales posa la tablette et croisa les mains. « Je veux que vous sachiez, dit-elle, que ce n'est pas parce que vous avez été négligente. C'est parce que notre culture enseigne aux gens, en particulier aux femmes, à ne pas parler de leur corps, à minimiser la douleur, à ignorer les symptômes jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. » Ma gorge se serra, elle avait raison. J'avais grandi dans un monde qui prônait l'endurance, qui considérait la douleur comme normale, qui riait du malaise en le qualifiant d'exagération. J'avais donc appris à attendre trop longtemps. Elle se pencha légèrement vers moi. « Il y a autre chose que je voudrais vous dire. Pas en tant que médecin, mais en tant que personne qui a déjà vu ce genre de situation. J'ai levé les yeux. Cela aurait pu être détecté plus tôt, a-t-elle dit doucement. Un examen de sel de routine, une échographie pelvienne, voire un simple bilan sanguin complet auraient pu révéler des anomalies, mais nous n'encourageons pas toujours les gens à faire ces examens, sauf en cas d'urgence. » Elle a marqué une pause. « Emily, quand avez-vous passé votre dernier examen médical complet ?» J'ai cligné des yeux, cherché dans ma mémoire. Il y a 4 ans, peut-être. J'ai admis qu'elle ne me jugeait pas. Elle a simplement hoché la tête. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les parasites internes, en particulier ceux comme le scarus, ne provoquent pas toujours des symptômes spectaculaires au début. Les premiers signes peuvent être aussi vagues que des ballonnements, de la fatigue ou même une légère toux. C'est pourquoi les examens annuels sont si importants, pas seulement quand quelque chose ne va pas, mais pour s'assurer que tout va bien. Et j'ai laissé ces mots faire leur chemin dans mon esprit. Il ne s'agissait pas seulement de ce parasite, il s'agissait des années pendant lesquelles j'avais préféré le silence à l'inconfort, l'intimité à la prévention. Un ver avait grandi en moi, mais la honte avait grandi avec lui. Silencieusement, systématiquement, et cela n'aurait pas dû se passer ainsi. L'opération était prévue pour le lendemain matin. J'ai signé les formulaires de consentement d'une main ferme, mais le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, seul dans mon lit d'hôpital, j'ai fixé les coins sombres du plafond, où les ombres semblaient plus profondes qu'auparavant. J'ai pensé à tout ce que nous portons en nous, à toutes ces choses que nous ignorons jusqu'à ce qu'elles prennent le dessus. Pas seulement les parasites, mais aussi les souvenirs, les peurs, la culpabilité, les schémas que nous héritons sans nous poser de questions. Je me suis demandé combien d'autres personnes vivaient ainsi, combien ignoraient les avertissements silencieux de leur corps, combien se remettaient en question jusqu'à se mettre en danger. L'infirmière est venue à minuit pour vérifier mes signes vitaux. J'ai souri poliment, sans rien dire. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ce n'était ni la peur, ni l'angoisse, mais plutôt une sorte de détermination, car je savais désormais que je n'avais pas à aller aussi loin. La salle d'opération était froide, pas seulement le genre de froid que l'on ressent sur la peau, mais un froid qui s'infiltre jusqu'à la moelle, comme si les murs eux-mêmes essayaient de tenir la mort à distance. On m'a emmené à l'aube. Les lumières du couloir défilaient au-dessus de moi à intervalles réguliers, comme des étoiles qui clignotent lentement. Je ne pouvais pas voir les visages des personnes qui m'entouraient, seulement des mains gantées, des calots, des voix douces qui n'appartenaient à personne que je connaissais. L'anesthésiste s'est penché doucement vers moi et a ajusté le 4e. « Nous allons prendre soin de vous, » m'a-t-il dit. Je voulais le croire. Alors que les médicaments commençaient à descendre tranquillement dans mes veines, j'ai regardé le plafond se dissoudre dans le flou. Je me souviens avoir pensé non pas à la mort, mais au silence. Comme c'est terrifiant quand votre propre corps vous cache des choses. Comme il devient facilement étranger. Puis plus rien, ils m'ont dit plus tard que l'intervention avait duré 3 heures. 3 heures de recherche, de découpe, d'extraction, de rinçage, de suture. Le docteur Morales dirigeait l'équipe. L'incision était nette, horizontale, juste en dessous du nombril.
Ils m'ont ouvert avec précaution, écartant les couches de tissu comme les pages d'une histoire qu'ils n'avaient pas écrite. À l'intérieur, ils ont trouvé les 4 parasites, tous vivants. 3 étaient enroulés dans l'intestin grêle, léthargiques, mais toujours en train de se nourrir. Ils ont été extraits relativement facilement, puis placés dans des récipients destinés à être conservés pour l'analyse pathologique. Mais le quatrième était différent. Il s'était enfoncé plus profondément que prévu, glissant sous la paroi intestinale et se tortillant vers le froid. Il était long, plus fin que les autres, peut-être plus vieux, mais plus agressif. Sa tête avait déjà commencé à s'enfoncer dans le tissu hépatique, à la recherche de nutriments au-delà de l'intestin. Un jour, une nuit de plus, et il aurait pu perforer le foie. Un chirurgien m'a confié plus tard, à titre confidentiel, que j'avais été à moins de 24 heures d'une hémorragie interne, que si j'étais rentré chez moi au lieu d'accepter l'opération, je ne me serais peut-être pas réveillé, mais je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, la douleur a été immédiate, brutale, omniprésente, irradiant de mon abdomen comme la chaleur d'un four. Une infirmière s'est penchée sur moi, de la morphine, un murmure, une main fraîche sur mon front. La pièce s'est à nouveau estompée, la lumière se diffusait au bord de tout, mais la douleur persistait. Un souvenir, une empreinte laissée derrière elle. Mon corps était vide, mais pas d'une manière paisible. Non, il semblait saccagé, violé, vidé de toute substance. Je voulais crier, mais je n'avais pas de mots. Je voulais pleurer, mais je me sentais trop vide. Les chirurgiens avaient retiré les verres. La menace visible avait disparu, mais à sa place se trouvait quelque chose de plus difficile à définir. Une question. Si mon corps avait laissé une telle chose se développer en moi, que cachait-il d'autre? Quelles autres vérités avais-je enfouies si profondément que même moi, je ne pouvais plus les reconnaître? Plus tard dans la soirée, le docteur Morales s'est approché de mon lit. « Vous avez eu de la chance, » m'a-t-elle dit doucement. « Nous avons trouvé le dernier juste à temps. » Elle ne souriait pas, elle n'essayait pas de me réconforter. Elle disait la vérité, et dans cette vérité, il y avait une étrange forme de grâce. J'ai à peine hoché la tête. Mes lèvres étaient trop sèches pour parler. Mais à l'intérieur, je criais. Pas contre elle, pas contre les verres, contre moi-même. Parce que j'avais vécu avec ces choses, partagé des repas avec elle, ri, travaillé, dormi, tandis que quelque chose en moi me volait des centimètres de vie, un moment silencieux après l'autre. Cela ne s'était pas produit en un seul moment violent. Non, cela s'était produit lentement. Un symptôme ignoré, un rendez-vous annulé, une excuse rationnelle après l'autre, et cela avait en quelque sorte aggravé les choses. La nuit après l'opération, je me suis réveillé d'un cauchemar, les joues déjà baignées de larmes. Dans mon rêve, j'étais de retour sur la table d'examen. Mais cette fois, personne n'est venu. Pas d'infirmière, pas de médecin. Seul le bruit de quelque chose qui se tortillait au plus profond de moi, trop loin pour que je puisse l'atteindre. Quand j'ai baissé les yeux, mon estomac bougeait, pulsait, se contractait, essayant de donner naissance à quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je me suis réveillé en haletant, trempé de sueur, la perfusion tirant sur mon bras alors que je m'étais redressé trop vite. Le moniteur cardiaque bipait de façon irrégulière. Une infirmière s'est précipitée, calme et posée, m'aidant à me rallonger et vérifiant les machines. Je me suis excusé. Elle a souri. Ça arrive. Mais ses yeux étaient fatigués. Elle avait déjà vu ça. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'effrayant. Il ne s'agissait plus seulement d'une convalescence physique. C'était devenu autre chose, quelque chose que j'allais porter en moi dans mes rêves, dans le silence, dans les recoins de mon esprit où la honte avait élu domicile. Les cauchemars n'ont pas cessé après l'opération. Au contraire, ils sont devenus plus intenses. Dans mon sommeil, mon corps me trahissait sans cesse, rembobinant le temps, rejouant des scènes dont je ne me souvenais pas. Parfois, j'avais la sensation que quelque chose bougeait juste sous ma peau. D'autres fois, je me retrouvais dans cette salle stérile, les jambes dans des étriers, sans médecin, sans infirmière, juste le silence et le sentiment d'être observé de l'intérieur. J'ai commencé à avoir peur de me reposer. Le sommeil n'était plus synonyme de paix. Il était synonyme de vulnérabilité. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai eu peur du noir. Le docteur Morales a remarqué ces changements. Elle a cessé de parler de ma date de sortie et a abordé un autre sujet. Émilie m'a-t-elle dit un après-midi, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les stores. « Je pense que vous devriez parler à quelqu'un. » Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je le savais déjà. Mon corps avait été purifié, mais mon esprit était encore en proie à des démangeaisons. J'ai commencé une thérapie la semaine suivante.
Elle s'appelait Rachel. La quarantaine, des yeux doux, pas de dossier, juste sa présence. Elle ne m'a pas posé de questions sur les vers lors de notre première séance. Elle m'a interrogé sur le silence. Quand as-tu appris à ignorer ce que ton corps te disait? La question m'a stupéfaite. Elle est restée suspendue dans l'air comme une horloge qui tourne. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée, et lentement, hésitante, le souvenir est remonté. J'avais 17 ans, j'étais dans la voiture d'un garçon, trop ivre pour prendre de bonnes décisions. Il ne m'a pas demandé la permission, et je ne me suis pas débattu. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'étais paralysé. Et après, je n'ai rien dit. Ni à ma mère, ni à mes amis, ni même à moi-même. Je me suis dit que ce n'était pas réel, que ce n'était pas si grave, que si je faisais semblant que ça ne s'était pas passé, peut-être que ça disparaîtrait, mais ça n'a pas disparu. Ça est resté à l'intérieur, comme un parasite. Quand Rachel a appelé ça de la dissociation, un mécanisme de défense, une réaction de survie, on apprend à se séparer de son corps pour ne pas avoir à ressentir ce dont il se souvient. C'était logique. Les vers étaient réels, biologiques, tangibles. Mais les autres intrusions l'étaient aussi, celles qui n'avaient ni dents ni queue. Celles qui murmuraient « Tu exagères », celles qui m'ont appris à me taire. Cette prise de conscience a été plus douloureuse que n'importe quelle incision, n'importe quel scalpel. C'est là que ça fait le plus mal. Parce que pendant toutes ces années, je n'avais pas seulement laissé un parasite grandir en moi. J'avais laissé grandir la culpabilité, la honte et le silence. Il s'était enroulé autour de mes décisions, se nourrissait de ma peur, m'empêchait de chercher de l'aide parce que je pensais que la douleur était de ma responsabilité et que je devais la supporter seul. Il n'a jamais été question des vers. Ils n'éteignent que la partie la plus visible de ce qui vivait en moi. Ce qui me terrifiait maintenant, c'était l'invisible, les organismes émotionnels, les violations silencieuses, les choses auxquelles je n'avais jamais donné de nom. Lors d'une de nos dernières séances, Rachel a dit quelque chose que j'ai noté et que je n'ai jamais oublié. Les choses que nous ne nommons pas nous possèdent. Les choses que nous cachons grandissent. Cela expliquait tout. Pourquoi j'avais attendu? Pourquoi je m'étais convaincu que les spasmes étaient anormaux? Pourquoi je n'étais pas entré dans cette clinique avant que quelque chose ne commence à sortir de moi? Je ne voulais pas croire que mon corps m'avait trahi. Mais en vérité, c'était moi qui l'avais abandonné la première. Movery n'était plus une question de cicatrice qui guérissait. Il s'agissait de réintégrer mon propre corps, d'apprendre à l'écouter à nouveau, à faire confiance à ses messages, d'accepter l'inconfort sans l'ignorer. Il s'agissait d'enlever le miroir du mur et de ne plus détourner le regard. Et un soir, quelques semaines plus tard, je me suis tenu nu devant ce miroir. J'ai suivi du bout du doigt la cicatrice qui traversait mon abdomen, une petite ligne courbée, rose pâle, lisse. Elle ne me dégoûtait plus. Elle marquait la frontière entre l'ignorance et la conscience, entre le silence et la parole, entre la survie et la résurrection. Je n'étais pas guérie. Je n'étais pas plus forte. Mais je n'étais plus engourdie. Et j'ai décidé que c'était une sorte de victoire. La guérison n'est pas venue d'un coup, comme une révélation. Elle est venue lentement, par petits morceaux, lors de douces matinées où mon corps ne souffrait pas, à des moments où je ne grimaçais plus devant mon reflet, dans le dénouement progressif du silence. Après des semaines de convalescence, je me suis assise devant mon ordinateur portable pour la première fois, les mains suspendues au-dessus du clavier. Je n'avais pas ouvert mes emails depuis l'hôpital. Je n'étais pas prête à affronter le monde, les questions ou la pitié, mais ce jour-là, c'était différent. Je ne voulais pas m'expliquer. Je voulais dire la vérité. Pas au médecin, ni au thérapeute, ni à ma mère, mais à quelqu'un comme moi, quelqu'un qui attendait peut-être depuis trop longtemps d'écouter son corps. Lorsque j'ai commencé à rédiger mon article de blog, il y a 3 mois, quelque chose bougeait en moi. Pas au sens figuré, mais littéralement. Un organisme vivant qui respirait et se nourrissait avait élu domicile dans mon corps. Il mesurait plus de 12 mètres de long. Je pensais que j'étais juste fatiguée, ballonnée, anxieuse. Mais en réalité, j'étais silencieuse. Et ce silence m'a presque tuée. J'ai écrit pendant des heures, non pas pour être dramatique ou courageuse, mais pour être honnête. J'ai écrit sur la honte, sur toutes ces années passées à ignorer la douleur, sur la peur d'être rejetée, sur la façon dont je m'étais convaincu que ce malaise était normal, prévisible, et j'ai décrit le ver en détail. Son poids, son invasion, l'opération, les cauchemars, la façon dont il reflétait des choses que j'avais enfouies bien avant que le parasite n'entre dans mon corps. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un lise mon article.
Mais en moins de 24 heures, le blog avait été consulté 3000 fois. À la fin de la semaine, il avait atteint les 50 000 vues. Des femmes de partout ont commencé à m'envoyer des messages. Une infirmière de l'Arizona m'a écrit « J'ai des crampes depuis des mois et je me disais que ce n'était rien. Votre article m'a poussé à prendre rendez-vous aujourd'hui. » Une femme d'une 60aine d'années du Maine m'a dit « J'avais trop honte de parler de la douleur que je ressentais, mais après avoir lu votre histoire, j'en ai parlé à mon médecin pour la première fois. » Même des filles plus jeunes, à peine sorties de l'université, m'ont écrit « J'avais peur d'aller chez le gynécologue. Maintenant, je n'ai plus peur. » Les messages ont afflué. Certains étaient longs, d'autres disaient simplement « Ils sont dear. » Merci. Je les ai tous lus. Et pour la première fois, je n'avais plus l'impression que ce qui m'était arrivé n'était qu'un traumatisme. C'était une transformation. Puis Rosa est arrivée. Elle m'a trouvé grâce au formulaire de contact du blog. Son email était bref. « Je m'appelle Rosa, j'ai 62 ans. J'ai lu votre histoire. Je pense que quelque chose de similaire m'arrive, mais j'ai trop peur d'y aller. Je ne sais pas à qui d'autre en parler. » Je lui ai répondu immédiatement. Nous nous sommes parlés au téléphone le lendemain soir. Sa voix était douce, rauque à cause de l'âge et de l'anxiété. Elle souffrait de douleurs dans le bas-ventre depuis des mois. Elle pensait que c'était des gaz, puis peut-être la ménopause, puis peut-être rien. Je n'arrêtais pas de penser. Et si le médecin se moque de moi? Ah, a-t-elle dit. Je lui ai dit que non. Puis, tout aussi doucement, elle a murmuré « Mais s'il trouve quelque chose ?» Je connaissais trop bien cette peur. Je lui ai proposé de l'accompagner. Elle habitait à seulement 1 heure de route. Elle a hésité, puis a accepté. La clinique avait la même odeur que dans mon souvenir. Lavande antiseptique, brochures aux couleurs pastel. Rosa m'a tenu la main dans la salle d'attente. Elle tremblait. « Quoi qu'il arrive, lui ai-je dit, tu as déjà fait le plus dur. Tu es venu. » Elle a acquiescé, les yeux brillants. On l'a appelée. J'ai attendu. Cela m'a semblé durer des heures. Quand elle est sortie, elle était pâle, mais calme. « Ils avaient trouvé quelque chose, m'a-t-elle dit. » Je lui ai repris la main. « C'est petit, a-t-elle ajouté, mais c'est réel. Et ils le traitent tôt. » Elle a souri, un sourire discret. Et elle l'a. Et dans ce sourire, je me suis vu quelques mois plus tôt, mais enfin sorti de l'ombre. Après cela, j'ai commencé à parler publiquement, d'abord lors d'ateliers sur la santé des femmes, puis dans des podcasts, et finalement lors d'un petit salon sur la santé communautaire, où je me suis retrouvé devant 50 inconnus pour leur raconter le jour où un être vivant est sorti de mon corps et a changé ma vie. Je n'ai pas utilisé de diapositives médicales. Je n'ai pas utilisé de statistiques. Je leur ai raconté mon histoire, pas pour choquer, pas pour susciter la sympathie, mais pour créer un sentiment de solidarité. Je leur ai parlé des contractions, de la chaleur, du déni. Je leur ai parlé de la honte de ne pas connaître son propre corps et du pouvoir de se le réapproprier. Je leur ai dit ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il ne vous trahit pas. Il vous supplie de l'écouter. Et plus vous l'ignorez, plus il doit crier fort. Après cette conférence, une femme s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Elle n'a pas dit grand-chose, elle m'a juste serré dans ses bras. Une autre femme m'a envoyé un email 1 semaine plus tard. J'ai pris rendez-vous pour mon premier examen en 15 ans. Je pense que vous m'avez sauvé la vie. J'ai pleuré en lisant cela. Pas par fierté, mais parce que j'ai enfin compris que tout cela n'avait pas été vain. J'ai compris que guérir de la douleur n'était pas une question de perfection. C'est une question de participation. C'est se montrer même si on a peur. C'est prendre la parole même si la voix tremble et choisir de vivre dans son corps même si cela semble étrange. Aujourd'hui, je tiens un journal, non pas pour noter mes rêves ou mes objectifs, mais pour exprimer ma gratitude. Chaque matin, j'écris une phrase, quelque chose comme « Aujourd'hui, mon estomac est calme » ou « J'ai dormi 8 heures sans peur » ou même simplement « J'existe et cela me suffit ». La cicatrice sur mon ventre est toujours là, légère, douce, courbée comme une virgule, pas un point final, pas une fin, juste une pause avant quelque chose de mieux. L'invitation est arrivée un jeudi. C'était un email d'une association médicale dont je n'avais jamais entendu parler. L'objet était simplement « Nous aimerions que vous preniez la parole ». J'ai failli le supprimer. Je pensais que c'était un spam, une demande générique envoyée en masse, ou à une liste automatisée sur laquelle j'avais atterri après avoir partagé mon histoire en ligne, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir, au cas où. Le message était bref mais personnel. Ils avaient lu mon blog, ils avaient suivi les réactions,
Ils organisaient une conférence médicale annuelle à Denver sur les cas parasitaires rares et la défense des patients. Et ils voulaient que je prenne la parole, non pas en tant que scientifique ou médecin, mais en tant que personne ayant vécu de près ce qu'ils étudiaient à distance. Je suis resté figé devant mon écran. Moi, prendre la parole lors d'une conférence médicale, je n'étais pas une professionnelle. Je n'étais même pas sûr d'être guéri. J'étais juste une femme qui avait survécu à quelque chose d'étrange et de terrifiant. Une femme qui avait écrit à ce sujet. Mais après une journée entière d'hésitation, j'ai tapé une réponse simple. Oui, je serais honoré. Et ainsi, 2 mois plus tard, je me suis retrouvé dans les coulisses d'une salle de bal d'un hôtel de Denver, regardant des rangées de médecins, d'étudiants et de chercheurs s'installer dans des fauteuils en velours. La salle était pleine. Le projecteur brillait silencieusement derrière moi. Une modératrice terminait son introduction en lisant à haute voix les dernières lignes de mon blog. Elle s'appelle Emily Rodriguez et son histoire nous rappelle que la médecine ne se résume pas à ce que nous soignons, mais aussi à ceux que nous écoutons. Puis vinrent les applaudissements, puis le silence, puis moi. Je suis monté sur scène, le cœur battant, non pas par peur, mais parce que je savais ce qui était en jeu. Pas ma réputation, ni ma performance. Quelque chose de plus profond. J'ai regardé la salle. C'était une mer de blouses blanches et de cheveux gris, de cahiers et de badges. Certains semblaient curieux, d'autres sceptiques. Une femme au premier rang essuyait déjà ses yeux. Je n'ai pas utilisé de diapositives, je n'ai pas récité de statistiques. Je leur ai raconté une histoire, mon histoire. Je leur ai parlé des démangeaisons, du silence, des rationalisations, de la honte. Je leur ai dit combien de temps il m'avait fallu pour être vu, pris au sérieux, écouté non pas comme un corps, mais comme une personne. J'ai décrit la table d'examen, le halètement, le moment où quelque chose a bougé en moi et où j'ai réalisé que je n'imaginais pas. Je leur ai parlé du verre, de l'opération, de la sensation de quelque chose qui me quittait, pour découvrir ensuite que le plus difficile n'était pas l'extraction, mais la convalescence. Je leur ai parlé de la deuxième invasion, celle qui touche les émotions, celle qui n'apparaît pas sur les scanners. Je n'ai pas précipité les choses, je n'ai pas dramatisé. J'ai simplement dit la vérité. Et quand j'ai eu fini, la salle était à nouveau silencieuse. Pas par indifférence, mais par respect. Un silence plein de réflexion, de remise en question. Puis les applaudissements ont éclaté. Pas des applaudissements polis ou obligés, mais des applaudissements sincères, longs et significatifs. Après la séance, les gens ont fait la queue pour me parler. Certains m'ont posé des questions, d'autres m'ont simplement remercié. Une étudiante en médecine m'a dit qu'elle allait repenser sa façon d'aborder les plaintes de ses patients. Un médecin californien m'a demandé s'il pouvait utiliser mon histoire dans ses cours à l'université. J'ai acquiescé, bouleversé, et je me suis excusé pour aller aux toilettes. J'ai verrouillé la porte. Je me suis appuyé contre le mur carrelé et j'ai laissé les larmes couler. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais non seulement écouté, mais utile. Ma douleur s'était transformée en motivation et je n'étais plus seul dans la pièce. La lettre est arrivée 5 jours après la conférence, glissée parmi les factures et les prospectus dans ma petite boîte aux lettres métalliques. Elle était de couleur crème, épaisse, le genre de papier qui semblait avoir été choisi avec soin. Mon nom était écrit à la main à l'encre bleue. Pas d'adresse de retour, pas d'email, pas de nom d'expéditeur, juste Emily Rodriguez, écrite en cursive délicate et légèrement inclinée. Je l'ai regardée longuement avant de l'ouvrir. Elle avait quelque chose de sacré, comme si elle avait parcouru un long chemin, non pas en kilomètres, mais en années d'hésitation, de prières silencieuses qui n'avaient jamais été prononcées à voix haute. Je l'ai ouverte lentement, comme si le fait de me précipiter risquait de la déchirer. À l'intérieur, il y avait une page lignée, écrite avec le même stylo bleu. L'écriture était plus ancienne, soignée mais tremblante par endroits. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai commencé à lire. « Chère Emily, j'ai regardé ton discours. Je ne sais même pas comment je l'ai trouvé. Un article en ligne, un fil de commentaires, une rumeur qui m'a mené jusqu'à toi. Je veux te remercier, mais pas pour les raisons que la plupart des gens auraient. Pas seulement pour ta force, ni pour ton honnêteté, ni pour avoir survécu à quelque chose que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Je veux te remercier de l'avoir nommé. Pas le ver, pas le parasite, mais le silence. Parce que moi aussi, j'ai vécu avec. Pas celui qui se tortille dans tes intestins, mais celui qui se tortille dans tes souvenirs. J'ai 61 ans, quand j'avais 20 ans, quelque chose m'est arrivé. Quelque chose que personne ne croyait.
Je l'ai gardé pour moi. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. Je l'ai enfoui sous la routine, les casseroles et les fêtes d'anniversaire. Mais il est resté. J'ai commencé à avoir des douleurs abdominales, aiguës, aléatoires. Je suis allé chez le médecin. On m'a dit que c'était le stress, mon utérus ou mes hormones. Une infirmière m'a même demandé si je n'imaginais pas tout, alors j'ai arrêté d'y aller. J'ai vécu comme ça pendant 30 ans. Je ne suis retourné à la clinique que lorsque j'ai commencé à saigner. Mais il était trop tard, j'ai dû subir une ablation partielle du côlon. Le médecin m'a dit que c'était une infection parasitaire avancée due à des années d'exposition, probablement contractée quand j'étais petite à la ferme. J'ai acquiescé. Je les ai remerciés, mais je savais que j'avais laissé quelque chose s'installer depuis trop longtemps, pas seulement dans mon corps, mais aussi dans mon silence. À ce moment-là, j'ai arrêté de lire, non pas parce que je ne pouvais plus, mais parce que je ne pouvais plus respirer. Mes mains tremblaient, j'ai laissé le papier tomber doucement sur mes genoux. J'ai fermé les yeux. Quelque part, cette femme, ce témoin anonyme, avait porté le même fardeau que moi, la même culpabilité, les mêmes remords, mais elle l'avait fait pendant des décennies de plus. À travers les mariages, le vieillissement, la maternité et la ménopause. Elle avait vécu toute sa vie avec un secret qui rongeait sa santé. Et maintenant, elle m'écrivait, non pas pour se confesser, ni pour se libérer d'un poids, mais pour me dire « Je te vois et je sais que tu me vois ». J'ai repris la lettre. Je ne t'écris pas pour susciter la pitié. J'ai fait la paix avec ce qui s'est passé. Mais quand je t'ai vu parler, quelque chose en moi s'est adouci, un nœud s'est défait. Je me suis souvenu de moi quand j'étais plus jeune. Je l'ai imaginé en train d'entendre vos paroles. J'ai imaginé ce qui aurait changé si quelqu'un comme vous avait pris la parole à l'époque. Peut-être rien, peut-être tout. J'espère que vous ne cesserez jamais de raconter votre histoire, Isidore. J'espère que vous ne cesserez jamais de rappeler aux autres que le silence est aussi une sorte de parasite. Avec toute ma gratitude, une femme qui a attendu trop longtemps, c'était tout. Pas de nom, pas d'adresse, pas de demande de réponse, juste une conclusion. Mais pas le genre qui met fin à une histoire, le genre qui l'ouvre, parce que maintenant, je comprenais que cette histoire ne m'appartenait plus. Elle ne m'avait jamais appartenu. Elle appartenait à toutes les femmes qui avaient attendu trop longtemps, à tous les corps rejetés, à toutes les douleurs minimisées, à tous les murmures qui auraient dû être des cris. J'ai plié lentement la lettre et l'ai rangée dans un tiroir à côté de mon lit. Je la garderai non pas comme preuve, mais comme souvenir. Elle me rappellerait que les histoires les plus fortes ne s'achèvent pas lorsque nous survivons. Elles commencent lorsque nous sommes enfin entendus. Cela fait 1 an, 12 mois depuis la première vague de mouvement sous ma peau. 12 mois depuis que mon corps a tiré la sonnette d'alarme que je ne pouvais plus ignorer. 12 mois depuis que j'ai choisi d'arrêter de faire semblant et de commencer à écouter. Il y a encore des jours où j'hésite avant d'appeler un médecin. Il y a encore des moments où je sursaute à cause de douleurs fantômes, me demandant si cela recommence. Mais la plupart du temps, je vis dans un corps en lequel j'ai confiance. C'est en soi une sorte de miracle, car pendant des années, ce n'était pas le cas. Pendant des années, mon corps était un lieu de questionnement, de honte, de douleurs minimisées et d'instincts ignorés. Un vaisseau que je transportais mais dont je ne revendiquais pas la propriété, jusqu'à ce que quelque chose d'étranger grandisse en moi et exige que je lui prête attention. Ce qui a commencé comme une urgence médicale est devenu un moment de vérité, une confrontation avec le silence, un retour à l'essence même de ce que signifie être entière, pas parfaite, pas intacte, mais consciente. Je repense souvent à ce moment dans la clinique, à l'instant où le docteur Morales l'a vu bouger, au silence dans la pièce, à la tension dans l'air, à la lente et glissante révélation d'une chose avec laquelle j'avais vécu sans le savoir. Ce moment n'était pas seulement le point culminant d'une alerte médicale. C'était le début de quelque chose d'autre, un éveil. Nous nous racontons un mythe selon lequel la force consiste à surmonter la douleur, que les vrais adultes savent tenir bon, que si cela ne nous tue pas, cela ne mérite pas notre attention. Mais j'ai appris que la vraie force réside dans le contraire. Elle réside dans le calme, dans la conscience tranquille, dans le courage de dire que quelque chose ne va pas. Je ne raconte pas mon histoire parce qu'elle est inhabituelle. Je la raconte parce que, au fond, elle ne l'est pas. Peut-être pas le verre, peut-être pas l'opération, mais l'attente, le déni, la peur d'être rejeté, cela c'est universel. Trop de gens, en particulier les femmes, ont appris à se méfier de leur propre corps, à considérer l'inconfort comme une faiblesse, à croire que tant qu'il n'y a pas de sang ou de fracture, c'est qu'on exagère. Ce n'est pas le cas. Et je parle aujourd'hui non pas en tant qu'experte, mais en tant que personne ayant vécu cette expérience.
Et s'il y a une chose que j'espère que cette histoire laissera derrière elle, c'est bien celle-ci. Allez chez le médecin, posez des questions, demandez des examens, même si vous êtes gêné, même si vous n'êtes pas sûr, même si une petite voix dans votre tête vous dit « Peut-être que je suis juste parano ». Écoutez cette voix. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intuition. Et votre corps n'est pas une machine que vous pouvez ignorer jusqu'à ce qu'il tombe en panne. C'est une histoire vivante, pleine de signaux, de sagesse et de souvenirs. Il vous parle même lorsque vous cessez de lui parler. Je repense à tous ces moments où j'ai ignoré des petits signes, les démangeaisons, les sueurs nocturnes, les contractions abdominales. Chacun d'entre eux était un murmure. Chacun d'entre eux était une chance d'écouter. Mais je ne l'ai pas fait jusqu'à ce que je n'aie plus le choix. Si vous entendez cela maintenant et que quelque chose dans votre corps ne va pas, considérez cela comme une permission. Que ce soit la voix qui répond à vos doutes silencieux et vous dit « Vous avez le droit de demander de l'aide. Prenez rendez-vous pour un examen médical, réservez un dépistage, dites ce que vous avez peur de nommer. Cela ne vous rend pas dramatique. Cela vous rend vivant et la vie est quelque chose que je ne tiens plus pour acquise. La cicatrice sur mon ventre est petite maintenant, elle s'est estompée, mais je la vois tous les jours. Et chaque jour, je la remercie d'être l'endroit où le silence a pris fin, où j'ai réintégré mon propre corps, où j'ai choisi de revenir chez moi, en moi-même. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir partagé mon histoire, si c'était trop explicite, trop vulnérable. Et je leur réponds que ce qui vit dans l'obscurité prospère, mais que ce que nous nommons, ce que nous osons mettre en lumière, nous pouvons le guérir. Donc non, je ne le regrette pas, car chaque message que j'ai reçu, chaque femme qui m'a dit « Ton histoire m'a donné le courage de demander de l'aide », me rappelle que cela n'a jamais été seulement mon histoire. C'est plus grand qu'un parasite, plus grand qu'un diagnostic, plus grand que la peur. Il s'agit de nous réapproprier notre corps, notre histoire, notre voix. Vous n'avez pas besoin d'attendre le cri. Vous pouvez répondre au murmure. Vous pouvez écouter dès maintenant. Et cela pourrait bien vous sauver la vie. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, une vieille peur, un symptôme oublié, ou simplement une petite voix qui vous incite à écouter plus attentivement votre corps, ne l'ignorez pas. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, votre voix compte aussi. Partagez-la. Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Et si vous avez trouvé cette histoire forte ou révélatrice, n'hésitez pas à vous abonner car la prochaine histoire pourrait être celle dont vous ou l'un de vos proches avez besoin.